Bon, bonjour, je suis Cathy Diop de l'association One People, la secrétaire de l'association One People. Et voilà, One People est une association qui a pour vocation de sensibiliser sur les problèmes de racisme et de discrimination ethno-raciale. Et nous avons décidé, en tout cas, d'organiser cette année, en 2023, notre toute première édition du Black History Month. L'idée derrière ce Black History Month est de tout simplement essayer de valoriser les cultures, l'intellect des populations afrodescendantes ici au Luxembourg. Pendant tout ce mois, nous avons organisé différents événements, allant des conférences, de certaines projections suivies de débats, de quelques activités sportives et nous essayons vraiment de toucher tous les domaines qui permettraient de sensibiliser en tout cas sur la richesse que nous apportons ici dans ce pays. Toutes ces activités vont être interculturelles, intergénérationnelles, l'idée étant de sensibiliser à tous les niveaux de la population. Et pour cela, nous avons fait aujourd'hui décider d'organiser une conférence avec un panel assez intéressant, très. Et nous avons avec nous notre parrain que voilà, nous n'allons plus présenter. Je crois que tous ceux qui nous suivent le connaissent déjà. Je vais le laisser se présenter. Oui, bonjour, donc Hamzat Boukari Yabara. Voilà. Honoré d'être le parrain de l'histoire noire. Voilà. Voilà. Et alors, nous avons aussi Somboy qui est avec nous. Merci beaucoup d'être venu jusqu'ici et d'avoir répondu à notre invitation. Et je vous laisse aussi vous présenter. Merci beaucoup pour l'invitation, ça fait plaisir. Donc, Somboy, moi j'ai créé une chaîne YouTube qui s'appelle Histoire Crépue. Je suis aussi sur Instagram, TikTok, etc. Et voilà, et je travaille sur l'histoire coloniale, notamment française, mais aussi l'histoire afrodescendante. Merci beaucoup. Et alors, nous avons notre chère Charlotte qui va modérer cette discussion. Et Charlotte, on va te laisser te présenter aussi. Ok, alors moi, Charlotte, passionnée de littérature et je dirais aussi militante panafricaniste. Et je suis honorée de modérer cette conversation avec deux personnes aussi émérites et de l'actualité. Voilà. Avant de commencer, je vais aussi remercier bien évidemment le Neumünster qui nous a mis à disposition cet espace. Un partenariat très intéressant dans un site aussi emblématique ici au Luxembourg. Donc, merci le Neumünster. Eh bien, Charlotte, je te laisse la parole. Ok, merci beaucoup. Donc, merci de m'avoir conviée aussi. Aujourd'hui, nous allons parler du panafricanisme. Ce qu'est le panafricanisme et quels sont les enjeux contemporains, c'est-à-dire actuellement, en 2023 et dans le futur. Donc, nous avons la chance d'avoir Hamzat Boukari Yabara, qui est un historien et qui est spécialiste du panafricanisme, donc, qui est présent sur différents canaux dans le monde entier, international. Donc, qui connaît la définition du panafricanisme. Je vais me permettre d'en donner une et j'aimerais bien que toi, Hamzat, éventuellement, tu l'étoffes et que tu expliques un petit peu plus ce que c'est. On va commencer par là pour les personnes qui ne connaissent pas le mot, qui n'ont jamais entendu parler ou qui justement se méprennent quant à la signification du panafricanisme. Alors, le panafricanisme est une idéologie politique qui est née dès le XVIIIe siècle de la diaspora africaine, donc avec l'histoire noire, l'histoire africaine qui a commencé il y a très très longtemps, puis il y a eu donc le crime contre l'humanité qui était l'esclavage, puis après la colonisation. Donc il y a des personnes qui se disent afrodescendantes, africaines, noires, ou anyway, un peu partout. Donc elle est née de cette diaspora et elle permet de faire le pont entre l'Afrique, l'Europe et les Amériques. Et elle
Elle a été fondée par l'intelligentsia donc africaine, l'intelligentsia noire, et elle se décline sur plusieurs pans qui sont donc politiques, culturels, symboliques. Et donc en fait le but, le motto en fait du panafricanisme est donc l'unité, revenir à la grandeur et à une certaine dignité donc du peuple noir en dépit de son histoire, et d'être soudés pour comprendre la valeur commune et éventuellement de créer, est-ce une utopie ou pas, nous allons en discuter, les États-Unis d'Afrique, United States of Africa, which means, enfin voilà, quelque chose qui puisse mettre en valeur tout le pan africain et caraïbéen, aussi américain et européen. Donc voilà, c'est un projet qui est là depuis longtemps, qui a eu énormément où il y a énormément de figures qui ont été là, mais qui ont été pour la plupart assassinées. Nous y reviendrons particulièrement avec Hamzat qui va nous décliner potentiellement certaines de ces figures-là, qui étaient des figures politiques, des figures littéraires ou autres, juste du militantisme. Et donc voilà, nous allons discuter de ça, partir peut-être de l'histoire, pour après venir à ce que l'on est maintenant, qui on est maintenant, quelle est notre identité, et est-ce que cette idéologie peut perdurer ici, au Luxembourg, en Europe, en France, partout dans le monde en fait, puisque voilà, c'est assez international. Donc cette idéologie n'a rien à voir avec, elle se base sur l'antidiscrimination, l'anticolonialisme, et de mettre à nu toutes les méandres qui se sont produites dans l'histoire, donc l'ethnisation qui vient de la colonisation, l'anti-impérialisme, l'anti-apartheid, il faut dire ce qui est, puisqu'en 1992, c'était juste la fin de l'apartheid en Afrique du Sud. Et donc voilà, elle se base sur ça, donc c'est en aucun cas quelque chose qui est contre l'autre, contre le blanc, qui se place en opposition de deux peuples. Non, loin de là. C'est justement comment retrouver une certaine dignité, nous, maintenant, comment honorer nos ancêtres et comment aussi notre progéniture puisse en bénéficier. C'est un peu tout ça, le panafricanisme, je pense. Maintenant, je laisse Hamzat commencer à en parler. Et oui. Dire si je me suis trompée. Alors, en fait, en tout cas, merci Charlotte pour cet effort de définition, parce qu'effectivement, souvent on ne définit pas ce qu'est le panafricanisme. Et dans ta définition, il y a plusieurs mots qui, pour moi, sont tous pertinents, ont tous leur place, mais qu'on peut en fait réagencer. Alors, est-ce que c'est une idéologie ou est-ce que c'est un mouvement ? Pour moi, c'est un mouvement. Et c'est un mouvement dans le sens où c'est d'abord un projet. Et dans l'idée de mouvement et de projet, l'une des questions, c'est de savoir si l'idéologie vient avant l'utopie ou l'utopie vient avant l'idéologie. Parce que l'idée des États-Unis d'Afrique qui est présentée comme une utopie, comme un projet, ou l'idée plus générale d'unité africaine, peut aussi s'appuyer sur l'idée qu'à un moment, l'Afrique a été unie ou a été plus unie qu'elle ne l'est aujourd'hui. Et donc, du coup, il y a quelque chose qui se situe en fait dans la temporalité. Où est-ce qu'on se situe ? À partir de quand fait-on commencer cette histoire-là ? Le principe du panafricanisme, moi, je le présente plutôt comme l'histoire contemporaine de l'Afrique. Savoir que l'histoire contemporaine de l'Afrique ne commence pas avec les indépendances en 1960. Elle ne commence pas en 1885 avec la conférence de Berlin qui a établi les règles du partage de l'Afrique, mais elle commence plutôt en 1804 en Haïti, avec l'indépendance d'Haïti. Et donc, du coup, c'est une histoire qui débute à l'extérieur du continent africain et qui, en fait, traduit un élément particulier de l'Afrique qui est l'extraversion. Et cette extraversion-là, elle est à la fois ancienne et présente, puisque aujourd'hui, la plupart des gens qui font briller l'Afrique sont à l'extérieur de l'Afrique. Et que cette extraversion, elle est liée à l'histoire de la traite, à l'histoire des résistances, et à la manière dont des hommes et des femmes donc sortis du continent africain ont produit des cultures de résistance, et ont également appris d'une certaine manière à sursélectionner ce qui leur a permis de survivre et à discriminer tout ce qui leur était hostile. Et c'est dans ce sens-là que le panafricanisme est un antiracisme, parce qu'il s'est développé dans des sociétés profondément racistes, profondément ségrégationnistes, profondément violentes,
mais lui-même ne s'est pas assimilé à ce racisme, à cette violence, à cette discrimination. Et c'est en ça que la question effectivement de l'antiracisme est consubstantielle au panafricanisme et que le panafricanisme, dans un premier temps, s'est positionné sur les questions liées aux droits civiques, donc à la liberté de pouvoir s'affirmer. Voilà, c'est-à-dire que vient un moment où on affirme son identité qui a été niée. C'est également posé sur la notion d'unité, de solidarité. Je pense qu'ils sont également des thèmes très importants. Et aussi dans l'idée que la capacité de l'Afrique à retrouver son unité est une manière de redonner un sens en fait à l'histoire de l'humanité, puisque l'humanité est apparue en Afrique, et donc d'une manière de réenchanter le monde, et en même temps, eh bien, de poser un certain nombre de défis vis-à-vis de tous les systèmes qui ont été des systèmes de prédation, de défiguration du monde, comme le capitalisme, le racisme, le colonialisme ou les régimes d'apartheid. Donc pour moi, l'un des enjeux, je pense très important, c'est est-ce qu'on est sur l'idéologie qui est plutôt quelque chose de fixe, déjà établi, assez froid, voilà, comme le marxisme, etc. L'idéologie, c'est quelque chose qui a déjà sa totalité. Et la différence entre le marxisme et le panafricanisme, c'est que les marxistes, enfin ceux qui l'ont fondé, sont quand même globalement morts de leur belle mort. C'est-à-dire que Marx a pu aller au bout de sa pensée, produire un système complet qui permet aujourd'hui, à partir du marxisme, d'expliquer tous les éléments de la société. Alors que dans le contexte du panafricanisme, on a quelques-uns qui ont une longue vie comme Dubois, mais beaucoup de penseurs de cette idéologie inaboutie ont été éliminés avant d'atteindre la plénitude de leur pensée politique. Donc du coup, on est sur quelque chose qui est beaucoup moins établi, beaucoup moins idéologisé, qui est une utopie, mais qui est difficile en fait à précisément fixer par rapport à quoi est-on dans l'utopie. Est-ce que nous sommes en avance sur notre époque ou pas? Dans quelle mesure ce qui se passe en 2023 fait référence à des choses qui se sont déjà passées, par exemple dans les années 50? Et enfin, la notion de projet. Là aussi, quel est le projet? Et ça aussi, ça renvoie en fait à des actualités très précises. Quel est le projet? Voilà, il y a des peuples ou des mouvements qui arrivent précisément à dire quel est l'élément infinitésimal qui leur permet en fait de définir leur lutte. Et dans le cas du panafricanisme, c'est beaucoup plus complexe parce que c'est un mouvement éclaté. Certains vont dire que le but, c'est le Back to Africa, c'est rentrer en Afrique. D'autres vont dire que l'objectif, c'est nous désaliéner de toutes les religions, etc. D'autres vont plutôt dire que l'objectif, c'est avoir des États qui sont un peu sur le modèle de l'Union européenne, une union d'États, etc. Donc du coup, il y a cette diversité, je dirais, d'objectifs qui sont liés à la manière dont cette histoire-là a été totalement éclatée. Elle a été éclatée par la traite qui a produit des Afro-Brésiliens, des Afro-Américains, des Afro-Cubains, voilà. Et elle est divisée par la colonisation de l'Afrique qui a produit une Afrique anglophone, une Afrique francophone, une Afrique lusophone, etc. Donc du coup, on est vraiment sur un puzzle, comme dirait Elom Vince. Et l'un des enjeux du panafricanisme, c'est précisément comment on raccroche un peu tout ça, tout en étant dans le mouvement, tout en étant dans la vision. Et c'est ça un peu la difficulté dans laquelle on est aujourd'hui. C'est ça qui explique pourquoi c'est assez difficile de préciser concrètement ce qu'on entend par panafricanisme et pourquoi souvent on ne parle pas de la même chose quand on en parle. Après, la définition la plus basique, du point de vue anthropologique, le panafricanisme, c'est l'ensemble des survivances culturelles africaines à l'extérieur de l'Afrique. C'est tout ce qui est sorti du continent africain et qui a continué à exister et à produire culturellement et qui a servi en fait d'éléments de sursélection pour ceux qui se sont adaptés à des sociétés, à des environnements qui ne sont pas leurs environnements d'origine. Et donc, quand les Africains libèrent Saint-Domingue et en font Haïti, déjà, ils n'appellent pas ce territoire-là Nouveau-Sénégal ou Nouveau-Dahomey, ils lui redonnent le nom originel et ils vont s'adapter à un territoire qui n'est pas originellement le leur. Et ils vont le faire en fait en sursélectionnant des éléments d'africanité
le vaudou, etc., tout ça, et en discriminant des éléments d'européanité. Et ça, c'est quelque chose qui est très important parce que ça renvoie à la notion de l'exil. Quand on est un immigré, déjà avant d'être un immigré, on est un émigré, c'est-à-dire qu'il y a une terre qu'on a quittée, donc il y a toujours la nostalgie de la terre quittée. Et une fois qu'on arrive dans un pays étranger, eh bien, la première des choses qu'on fait, c'est qu'on essaie de sursélectionner les éléments qui nous permettent de nous y retrouver. Et ça vaut autant pour les Français qui vont s'installer au Québec que pour les Camerounais qui viennent s'installer au Luxembourg. Donc on sursélectionne des éléments qui nous permettent de nous retrouver, qui nous permettent de créer du confort et qui permettent aussi de créer ce qu'on appelle des alliés, c'est-à-dire au niveau de notre génération. Et quand on a des enfants dans ces sociétés d'accueil, eh bien les alliés qu'on a construits en tant que parents deviennent ensuite des amis pour nos enfants. Donc c'est comme ça en fait qu'on construit ces stratégies-là, qui sont des stratégies de survie, des stratégies de lutte, des stratégies d'organisation. Et c'est de cette manière-là aussi que la question du panafricanisme est totalement en phase avec les problématiques migratoires, les projets migratoires que l'on connaît dans l'Europe d'aujourd'hui. Ça me donne envie de te poser une question directement. Mais en fait, j'ai l'impression que donc, le projet panafricaniste, la manière dont tu en parles, tu disais que c'est un projet qui est assez éclaté parce qu'il y a d'autres peuples qui ont un projet précis. Mais pour le cas du panafricanisme, c'est dur de définir le projet précis, peut-être aussi parce que c'est dur de définir le peuple précis. Et souvent, on va se raccrocher à l'idée noire en disant on est noir, donc peut-être qu'on peut porter la voix du panafricanisme. Mais je sais aussi que dans l'histoire, il y a un mouvement qui s'appelle le pan-négrisme, qui existe avant le panafricanisme, et qui, lui, était vraiment un mouvement de personnes noires, alors que le panafricanisme est un peu différent, si je comprends bien. Est-ce que tu peux revenir sur cette différence entre le pan-négrisme, peut-être, et le panafricanisme ? Oui, alors le pan-négrisme, c'est un mouvement qui se développe principalement au XVIIIe, XIXe siècle, dans un contexte où en fait la traite et l'esclavage et la conquête des Amériques ont produit la race et l'idéologie qui l'accompagne, c'est-à-dire le racisme, qui est donc scientifiquement faux. C'est-à-dire que le racisme, c'est le concept scientifique le plus faux au monde, mais qui a la plus grande postérité et réalité sociale. Et dans ce contexte-là, dans la mise en place donc, de l'esclavage, on a racialisé les hiérarchies et on a fait de l'Africain noir la machine, l'outil de production du capitalisme. Et donc la traite, la déportation à 95%, même un peu plus, visé uniquement des personnes à la peau noire. Alors, il y a eu quelques esclaves engagés européens, mais bon, c'est pas du tout le même système, puisqu'au bout de 3-4 années, en fait, ils devenaient libres. Alors que dans le contexte de la traite négrière transatlantique, et j'insiste bien sur le volet transatlantique, du côté du monde arabe, c'est un peu différent, on va vraiment racialiser l'esclavage et faire de la négritude ou de la négrité un élément d'infériorité. Et on le fait dans le contexte donc, de la production d'un système économique capitaliste. Et donc dans les Amériques, la condition noire devient intimement liée à la privation de liberté, devient intimement liée également à la discrimination. Et donc en réponse en fait à ce système ethno-racial et politico-économique qu'est l'esclavage, eh bien, vont se développer différentes stratégies du nord de l'Amérique au sud de l'Amérique qui sont des adaptations aux sociétés occidentales. C'est-à-dire qu'au niveau de l'Amérique du Nord, ça va être une ségrégation totale. Ce qui fait qu'aux États-Unis, le concept de métis n'existe pas. Vous êtes noir ou blanc. Dans les sociétés sud-américaines, latines, caribéennes, c'est différent parce qu'il y a des politiques de créolisation, de métissage, etc. Mais dans le contexte américain, nord-américain qui va s'imposer, cette fixation sur la race va produire des civilisations, une civilisation fondée sur la race, une civilisation noire, dans le contexte de la ségrégation, ce qui fait que vous avez un mouvement de résistance, le pan-négrisme, qui va se développer à travers l'idée qu'il faut que l'on résiste à partir du fait que notre soumission, notre domination,
elle est liée au fait qu'on est noir. Et donc ça, c'est le premier mouvement qui se met en place au XIXe siècle. Et ce mouvement-là, il va évoluer au lendemain de la fin de la guerre de sécession et de l'abolition de l'esclavage, lorsque l'abolition de l'esclavage est faite et qu'on est censé intégrer les Noirs dans le système américain. Mais ça ne va pas être le cas, puisque en dehors d'une courte période d'une douzaine d'années qu'on appelle la Reconstruction, où les armées du Nord sont présentes dans le Sud pour s'assurer que le Sud esclavagiste a bien aboli le système esclavagiste, eh bien, en réalité, on va voir d'une part réapparaître des sociétés secrètes comme le Ku Klux Klan, qui n'ont de secret que le nom puisqu'elles sont publiques, elles font des défilés, des manifestations, elles ont des liens avec la Maison-Blanche. Et on va également mettre en place un système électoral à votation indirecte, dont le système électoral présidentiel américain est aujourd'hui hérité, qui est celui des grands électeurs, qui est mis en place pour faire en sorte que jamais la majorité noire qui est présente démographiquement dans certaines régions des États-Unis ne puisse avoir un pouvoir politique. Et donc on lie en fait la question démographique à la question politique. Et c'est quelque chose qui est très intéressant parce qu'en réaction à ça, va se développer dans les années 1870-1880 un nationalisme noir qui va notamment se fonder sur l'idée d'un séparatisme, avec parfois des demandes de Noirs américains qui disent « nous, on veut rester aux États-Unis, mais à la condition qu'on nous donne un État spécifiquement réservé aux Noirs ». Mais vraiment pas dans le sens d'être séparé, mais dans le sens qu'on est de toute façon dans une société où on est séparé, où on est ségrégué. Ce n'est pas nous qui avons fixé les règles de cette ségrégation, mais tant qu'à être dans ce système de ségrégation, autant nous donner à nous un État séparé dans lequel on va tous se retrouver, qui sera un peu l'État des Noirs aux États-Unis, le Noiristan, le Blackistan des États-Unis. Et il y a un autre courant qui estime qu'au contraire, il faut plutôt se battre pour s'intégrer dans le système américain. Ça, c'est la ligne de Booker T. Washington. Ceux qui disent qu'il faut un État séparé, c'est des gens comme Robert Campbell qui font des missions, qui cherchent vraiment un État pour que les Noirs puissent s'installer. Et puis après, il y a une troisième position médiane qui n'est ni l'intégration aux États-Unis, ni avoir un État séparé pour les Noirs aux États-Unis, mais qui est de trouver à l'extérieur des États-Unis un territoire dans lequel on pourra retourner, et principalement en Afrique. Et c'est là que vient l'histoire du Back to Africa, qui est vraiment liée à l'idée que tant qu'on est aux États-Unis, on est coincé dans ce dilemme entre s'intégrer dans une société qui ne veut pas nous intégrer, qui est capable de tout intégrer sauf notre couleur de peau, ou bien réclamer un État utopique dans lequel tous les Noirs seraient réunis, qui finalement serait une sorte de réserve, un peu comme on a réuni les Amérindiens dans des réserves. C'est là qu'il y a le pannégrisme, il est dans un de ces trois courants? Alors le pannégrisme, il est dans le premier courant d'un État noir aux États-Unis, d'un État réservé aux Noirs aux États-Unis. Le courant intermédiaire, c'est le courant intégrationniste, qui va être notamment ensuite incarné par William Du Bois, qui va être l'un des fondateurs de la National Association for the Advancement of Colored People, la NAACP, donc organisation qui, lorsqu'elle a été créée, il était le seul noir de cette organisation, donc c'est une organisation libérale blanche, mais dont il a été quand même le porte-parole, avec la particularité que Du Bois va être le principal fil conducteur des congrès panafricains de la première moitié du XXe siècle. Et le troisième courant du retour en Afrique, ce sera notamment Marcus Garvey. Donc on a, je dirais, derrière ces trois approches, trois courants différents qui se fondent. Et en 1896, lorsque la ségrégation est officialisée aux États-Unis, eh bien, le courant intermédiaire intégrationniste perd du poids et on se retrouve avec un courant qui est vraiment sur un nationalisme noir américain et donc qui est l'idée de réaliser une vraie civilisation noire autonome et indépendante, et un courant qui est plutôt fondé sur se retourner vers le continent africain et comprendre que la situation des Noirs aux États-Unis n'est pas liée à leur couleur de peau, mais à la manière dont leur continent d'origine, qu'est l'Afrique, est lui-même traité. Et que si on veut libérer racialement les Noirs aux États-Unis, eh bien, il faut que le continent africain puisse lui-même être libéré au moment où il tombe sous la colonisation. Et c'est dans ce contexte-là qu'on passe du pannégrisme au panafricanisme. C'est-à-dire qu'on comprend que
l'enjeu n'est pas la couleur de peau, mais les constructions socio-économiques et géopolitiques qui sont derrière justement cette référence à la couleur de peau et donc la question du continent africain. Et donc là, moi, je vois plusieurs enjeux, puisque bon, là, donc, en parlant de ce retour à l'Afrique, il y a eu le Libéria, donc, qui a été créé pour ces Afro-Américains-là qui sont arrivés donc, sur le territoire africain. Et l'histoire a montré qu'il y a eu un gros problème d'intégration, puisqu'il y a eu une guerre très forte entre ceux qui étaient déjà là, les Africains libérians, et les Noirs américains qui sont arrivés et qui ont un peu, je pense que c'est inconscient, reproduit ce qu'ils avaient vécu, donc mis un peu sous tutelle ceux qui étaient, enfin les autochtones, donc les autochtones, voilà, les personnes qui vivaient au Libéria, donc il y a une grosse guerre. Donc moi, je vais partir de ce point-là, et je me dis, il y a quand même un enjeu important, quelque chose à dire dans le panafricanisme, comment nous, cette société éclatée, ce puzzle, en fait, puisque, bon, voilà, moi, je vis au Luxembourg, de descendance africaine. Monsieur Orcel, qui est haïtien, donc qui vit en France. Toi, je pense que tu vis en France, mais tu es toujours partout, donc je ne sais pas. Ou une autre personne qui est lusophone et qui vit en Angola. Comment être unis, comment essayer il y a cette symbolique, une certaine africanité à laquelle on se raccroche, donc qui est différente les uns aux autres, mais comment aller au-delà de toutes ces différences finalement que l'on a dans notre ressemblance. Et je sais que ma question est vague, mais pour moi c'est justement l'un des enjeux majeurs du panafricanisme. Et voilà, comment tu vois les choses, sachant que tous ceux qui ont essayé de le faire ne sont plus là aujourd'hui. Donc les grandes figures comme Sankara sur ton t-shirt, Nkrumah, donc Marcus Garvey dont tu as parlé, Martin Luther King, Malcolm X, il ne faut pas les opposer. Tout cela, Lumumba, qui avaient les mêmes idées, ont été souvent assassinés par le colonialisme ou par d'autres personnes ou par leurs frères même. Voilà. Donc en partant de tout ça, comment tu vois cet enjeu qui, pour moi, est crucial et majeur, puisque moi, vivre, par exemple, au Bénin à l'heure actuelle, peut-être qu'il y a quelque chose qui va faire qu'avec mes grandes idées et mon mindset européen, il y a peut-être une différence et peut-être des choses qui se passeront, qui ne seront pas faciles à expliquer. Donc voilà. Non, en fait, premièrement, le panafricanisme, c'est un mouvement de libération. Je pense que c'est très important de rappeler, c'est un mouvement de libération. Et la libération, elle requiert forcément l'unité dans la diversité. On n'est pas dans un mouvement totalitariste, on n'est pas dans un mouvement uniformisant. Et c'est bien pour ça que le panafricanisme a produit en substrat beaucoup de contre-culture, beaucoup d'anticonformisme, la négritude, le rastafari, etc. Tout ça, c'est de l'anticonformisme. Donc, du coup, on ne peut pas le présenter comme étant un mouvement. C'est pour ça que la question de l'idéologie peut poser problème, parce que l'idéologie, c'est justement comment on fixe des choses, comment on fait rentrer des carrés dans des triangles, alors que ce n'est pas vraiment ça. Il y a vraiment cette dimension de liberté qui est présente, d'unité dans la diversité, et surtout de comment on arrive effectivement à comprendre qu'on a besoin les uns des autres, parce que la nature a tellement bien fait les choses que personne n'a toutes les compétences ou les caractéristiques, et donc on a besoin de s'entraider. Et donc l'élément central dans tout ce que tu dis par rapport aux Haïtiens qui est à Paris, à l'Angolais qui est au Luxembourg, etc., c'est la solidarité. C'est ça, en fait, le vecteur. C'est ça, le ciment. C'est la solidarité. Parce que c'est la solidarité qui peut permettre de dépasser le fait qu'on n'a pas tout à fait la même vision, mais on est solidaires les uns des autres. Je n'adhère pas forcément totalement au projet de mon voisin, de ma soeur, de mon frère, etc., mais parce que c'est quelqu'un en qui je me reconnais, en qui je reconnais aussi une part de mon humanité, donc la question de l'Ubuntu, ben je vais être solidaire avec lui et je vais l'accompagner pour qu'il arrive à réussir. Donc cette notion de solidarité, elle est essentielle. Et si on ne la met pas au centre du jeu, c'est très compliqué. Maintenant, la solidarité, elle est confrontée à un système qui est le produit de la traite, qui est l'individualisme ou la déshumanisation.
Et l'individualisme, c'est précisément ce qui empêche toute forme de solidarité à partir d'un modèle économique qui est fondateur de ces divisions, qui est le capitalisme, c'est-à-dire comment on individualise les gens, comment on apprend en fait à les désolidariser pour qu'ils ne puissent pas faire corps. Et c'est dans cette désolidarisation-là qu'on rentre dans le chacun pour soi. Et je pense que c'est très important de comprendre que le panafricanisme, enfin moi je date vraiment sa naissance, si je prends un événement, c'est vraiment la révolution haïtienne, où on a des Africains qui venaient de différentes parties du continent africain, qui ont été capables de surmonter leurs différences pour se battre pour un objectif commun, même si après ils se sont battus entre eux, etc. Ça c'est normal, mais au moins ils avaient cet objectif commun. Et une fois que cet objectif a été atteint, il y a d'autres questions qui se sont posées, et c'est un peu dans cette, comment dire, c'est cet engrenage que l'on a besoin d'atteindre. On a besoin d'un certain degré d'unité, mais pas que tout le monde soit uni. C'est Cabral qui le disait. Il ne faut pas que tout le monde soit uni, parce que si tout le monde est uni et sur la même ligne, c'est du totalitarisme. Si on a 1,5 milliard d'Africains qui pensent la même chose, c'est du totalitarisme. Et c'est en ça qu'on n'est pas, par exemple, sur, je ne sais pas, un modèle chinois où les Chinois penseraient tous la même chose. On n'est pas dans un modèle où il faudrait un dictateur qui impose à tous les Africains de penser la même chose. Ça ne peut pas fonctionner. Donc la notion de liberté, elle est essentielle, mais pour qu'elle fonctionne, il faut que les individus, en tout cas nous qui avons été individualisés, on travaille nos éléments de solidarité. Et dans les éléments de solidarité, il y a effectivement la question de la corruption, il y a la question de la traite, qui fait qu'en tant que Noirs ou afrodescendants, on est issu d'une histoire qui nous a appris à nous méfier les uns des autres, qui nous a appris qu'une personne noire est une personne que l'on peut vendre, une personne que l'on peut acheter, que l'on peut corrompre. Et donc il y a tout ce travail, je pense, qui est à faire. Et dans l'idée de l'individualisme, c'est aussi, je pense, trouver des projets fédérateurs. Avec la solidarité, l'unité, c'est vraiment des projets fédérateurs. Maintenant, rentrer au Bénin, on n'est pas obligé. Il y a aussi la possibilité l'Afrique est grande. Ce n'est pas parce qu'on est originaire du Bénin qu'on doit forcément rentrer au Bénin. Moi, j'ai un camarade, il est camerounais, il était en France. Quand il est rentré au Cameroun, ça s'est très mal passé. Il est parti au Bénin, il rayonne. Donc là aussi, oui, il y a la question de savoir où est-ce que l'on veut rentrer. C'est pareil pour on peut prendre l'histoire des plantes. Dans l'histoire des plantes, si on prend 100 plantes qui ont été transplantées d'un continent à un autre, il y en a 90 qui n'ont jamais survécu, dont on n'a aucune trace historique. Il y en a 10 qui ont pu prendre dans un endroit, et sur les 10 qui ont pris, il n'y en a qu'une qui a donné de nouvelles fleurs. Et donc on peut se dire qu'on est aussi dans ces situations-là, où peut-être sur 100 projets, il y en a 90 qui ont effectivement échoué, dont on n'a aucune trace dans l'histoire. Il y en a 10 qui ont réussi un peu à se poser, et sur les 10, il n'y en a qu'un qui a porté. Donc du coup, la question des échecs dans le panafricanisme, elle est essentielle. J'ai une question sur ça. Déjà, tu parlais de solidarité. En fait, la solidarité, elle se fonde sur quel projet, justement? Parce qu'il y a le projet de libération, ok, mais pour certains, la libération, ça va être, je ne sais pas, un État social sur toute l'Afrique. Pour d'autres, ça va être justement la libération économique pour avoir un gros capitalisme en Afrique. En fait, comment est-ce que... Ou alors, pour d'autres, ça va être la solidarité autour de la couleur de peau, justement. Et donc, en fait, c'est quoi le point clé de la solidarité dans un projet panafricaniste, comme tu le dis, qui n'est pas une idéologie totalitaire? Alors, le point clé de la solidarité, c'est le refus de céder à la division. Frantz Fanon lui-même le disait dans un autre sens, en disant qu'il faut tenter toutes les combinaisons. Toutes les combinaisons sont tentables parce qu'il faut en fait trouver le bon bout par lequel prendre les choses. Mais que ce qu'il faut éviter, il le disait, c'est la tension maroco-malienne, sénégalo-voltaïque, camerouno-nigériane, etc. C'est ça qu'il faut éviter, parce que le principe de la colonisation, c'est diviser pour régner. Et donc, si on pense la question de la libération du colonialisme, il faut que dans la solidarité, l'un des éléments centraux soit le refus de céder à la division. Et c'est pour ça que lorsqu'il y a la première conférence panafricaine en 1900 à Londres, les congressistes qui sont réunis à ce moment-là, c'est à une époque où il y a la guerre des bourgs qui a lieu en Afrique du Sud, qui oppose les colons britanniques aux colons hollandais.
Et les militants panafricains disent à ce moment-là que, voilà, nous, en tant que militants panafricains, nous ne prendrons jamais position dans les conflits qui opposent des Européens entre eux, parce que ce ne sont pas nos guerres, parce qu'on n'est pas là, en fait, pour se diviser par rapport aux guerres que mènent les autres. Et donc, c'est déjà une logique, en fait, de non-alignement ou de neutralité positive vis-à-vis de ce qui se passe dans le monde et qui est source de division par rapport à des enjeux qui ne nous concernent pas directement. Donc, l'un des enjeux, vraiment, dans cette solidarité-là, c'est vraiment de ne pas, je dirais, adopter les préoccupations ou les problèmes que d'autres plaquent sur nos enjeux, nos défis, nos luttes, mais vraiment d'identifier précisément, justement, quelles sont nos luttes. Si, justement, on est sur la question économique, ce n'est pas de savoir s'il faut un modèle social, libéral, etc., mais plutôt, effectivement, comment dire, de voir qu'est-ce que nous voulons construire. Pas qui nous voulons copier, mais qu'est-ce que nous voulons construire. Pareil sur la question de la solidarité raciale, c'est quelque chose qui, après, qui est un peu plus compliqué parce que ça renvoie en fait à pas mal d'autres problématiques. Mais de ce point de vue-là, à mon niveau, l'enjeu, c'est savoir qui on est et être bien dans sa peau. C'est-à-dire que quand on est, par exemple, métis, c'est être capable de maîtriser les deux cultures, les doubles cultures. Et être aussi capable de comprendre qu'on a des origines qui relèvent d'une asymétrie, à savoir qu'on a un parent qui peut être issu d'un groupe dominant vis-à-vis d'un autre parent issu d'un groupe dominé. C'est important, dans son comportement, de ne pas reproduire cette asymétrie-là. Et c'est quelque chose qui est très important parce que le mouvement de Marcus Garvey, qui était dans le Back to Africa, comportait un certain nombre de personnes métisses qui ont fait justement le choix de l'Afrique. Parce que dans la société américaine, le métis est considéré comme noir. Donc du coup, c'est aussi des éléments de positionnement identitaire sur ces questions de solidarité raciale qui sont posées sur la table. Et dans le même temps, on a eu des personnes noires, vraiment noires, qui ont totalement trahi, enfin qui ont été totalement de l'autre côté. Donc du coup, la question de la solidarité raciale, elle renvoie en fait au positionnement que l'on a vis-à-vis d'une certaine conscience historique, d'une conscience de classe et de la transgression, du dépassement de cet élément-là. C'est Fanon qui le disait, tant qu'on en est à la question de la conscience de race, on est dans l'incapacité d'atteindre une conscience de classe révolutionnaire. Parce que justement, le racisme est là justement pour empêcher de voir. C'est un peu le chiffon rouge qu'on agite devant le taureau qui empêche de voir justement tous les autres éléments, tous les autres facteurs de domination et d'inégalité qui sont, que l'on met sous couvert justement de la race et du racisme. Et tu parlais des tentatives qui ont été faites par différents leaders justement de penser un panafricanisme ou de faire des projets. Et aussi, tu parlais tout à l'heure, Charlotte, de gens comme Sankara, etc. Et j'ai l'impression que, en fait, les figures qui nous marquent le plus, en tout cas qui atteignent le plus le grand public, c'est souvent les figures de leaders qui ont justement été assassinés, parce qu'on n'a pas eu le temps de voir la mise en place de leur idéologie, enfin de leur idéologie, non, de leur projet. Et du coup, on se dit, ah, mais si lui, il avait pu le faire jusqu'au bout, ça aurait fonctionné. Par contre, tous ceux qui sont restés vivants, eh ben, eux, ils ont eu le temps d'échouer, en fait. Et j'ai l'impression que parfois, on dit, on ne raconte pas assez l'histoire des leaders noirs, etc. Mais en fait, si on ne la raconte pas, c'est aussi parce qu'il y a beaucoup d'échecs dedans et qu'on a du mal à traiter cet échec. Et par exemple, là, tu parlais de la conférence panafricaine où justement ils ont essayé, enfin des premiers congrès ou des premières conférences panafricaines où ils ont essayé de faire ensemble des projets. Et ça s'est soldé beaucoup par de la division, en fait, et beaucoup de difficultés à s'accorder sur quelque chose. Et ça aussi, c'est d'une certaine manière un échec qu'on a du mal à raconter aux générations futures. Moi, je vois que ma génération, on connaît mal cette histoire. Et souvent, on se dit, ah, mais c'est parce que les Européens ne veulent pas nous la raconter. En fait, c'est nos parents qui ne nous la racontent pas parce qu'il y a tellement de cette dimension d'échec qu'on ne sait pas comment, qu'on ne sait pas transformer en quelque chose de positif. Et est-ce que tu peux parler de ce truc-là, de comment, plutôt que de cacher nos échecs, parce qu'ils sont nombreux, on peut les transformer en outils pour nous aider à ne plus faire les mêmes erreurs? Alors, l'une des critiques que l'on peut faire et que parfois les détracteurs font vis-à-vis du panafricanisme, c'est qu'on est des grands romantiques. On est des grands romantiques, on est des grands rêveurs.
Effectivement, on est parfois beaucoup dans l'Uchronie, et si, et si, et si, et si. Alors c'est à double tranchant, certains vont dire oui, mais si Sankara avait survécu, il serait devenu un dictateur, etc. Tout ça. Bon. Moi, je pense que ces figures qui ont été assassinées l'ont été justement parce qu'elles n'allaient pas devenir des dictateurs, des tyrans, etc. Elles avaient vraiment une vision qui est toujours d'actualité aujourd'hui et qui est parfois scandée. Voilà, derrière le panafricanisme, il y a parfois un sloganisme où on reprend juste des slogans de ces grands leaders sans forcément y mettre le contenu. Alors moi, dans mon livre, j'essaie justement de montrer les échecs, de montrer les sales coups, les coups bas qui ont eu lieu dans cette histoire-là. Par exemple, j'explique que lors d'un des congrès panafricains, entre les anglophones et les francophones, il y avait des tensions. Et il fallait à un moment faire un vote pour choisir la motion qui allait été choisie. Et les francophones sont rentrés dans la salle pendant que les anglophones étaient encore au café et ont voté pendant que les anglophones n'étaient pas là. Et quand les anglophones sont arrivés, le vote avait eu lieu, tout ça. Donc, je pense que c'est important de montrer que c'est quand même une histoire qui est traversée par la nature humaine, qui est une nature mesquine, qui est une nature opportuniste, qui est une nature corrompue, que ce sont des choses qui font partie de la lutte. Il y a beaucoup de trahisons dans l'histoire des luttes révolutionnaires, alors pas que du panafricanisme. Quand on regarde la vie politique, c'est une histoire de trahison aussi. Bon, voilà. Et donc, c'est bien de ne pas avoir une vision justement trop romantique, trop enjolivée, trop, utopique du panafricanisme. C'est bien de comprendre qu'il y a des accros et que parfois on apprend davantage des défaites que des victoires, et que parfois les défaites ne sont que des victoires en attente. Voilà, je pense que c'est très important. L'un des mouvements qui a le plus contribué justement au panafricanisme au XXe siècle et qui a été posé lors de la conférence de 1900, c'est la lutte contre l'apartheid. Et aucune des personnes en 1900 qui n'a dit on va combattre l'apartheid n'a vu tomber l'apartheid. Donc peut-être que tous, à la fin de sa vie, se sont dit on a raté notre vie, on a échoué, etc. Mais les générations d'après ont fait le boulot. Donc c'est pour ça que même si dans notre temps de vie, on a l'impression peut-être de finir sur un échec, il faut se dire qu'on a contribué à une cause qui est une cause juste et qui va continuer après nous, et que notre enjeu, justement, c'est de faire en sorte que cette cause-là ne soit pas corrompue, ne soit pas vidée de sa substance et puisse continuer son chemin. Donc, c'est des éléments, je pense, qui sont à mettre en avant. Moi, je m'appuie beaucoup sur Amilcar Cabral, qui est vraiment ma référence, en tout cas le plus abouti, parce que c'est aussi l'un de ceux qui a pu vivre le plus longtemps. Il a été assassiné à 49 ans, ce qui est énorme par rapport aux autres, qui ont été plutôt assassinés vers 35 ans. Et Cabral disait il ne faut surtout pas masquer les échecs, les défaites, il faut vraiment dire les choses, parce que lorsque l'on cache des choses, les conditions, les circonstances dans lesquelles ceux auxquels on a caché ces choses-là l'apprennent, les amènent à douter. Donc c'est important d'informer, c'est important d'être clair sur toute chose, et c'est une position qui pour moi est la plus importante dans le panafricanisme, mais qui malheureusement est aujourd'hui totalement impossible, parce qu'aujourd'hui le panafricanisme est prisonnier des guerres d'information. Ce qui fait que même lorsque il y a des difficultés dans un pays africain qui tente de s'en sortir, eh bien, il ne faut pas qu'on dise que c'est difficile, parce que si on dit que c'est difficile, voilà. Donc ce prisme de la communication, cette question de la guerre de l'information, elle est assez problématique. Ces récits où on dit que tout va bien, que le panafricanisme c'est une baguette magique qui a réglé tous les problèmes, non. Les histoires du franc CFA, on en sort en un claquement de doigts, non, ça ne marche pas comme ça, les choses sont beaucoup plus compliquées. Donc du coup, il y a un enjeu de former les gens, plutôt que de leur raconter effectivement des histoires qu'on raconte
aux enfants avant qu'ils s'endorment, quoi, tout simplement. Et c'est en ça que la question du panafricanisme, c'est une question scientifique, rigoureuse, sérieuse, qui doit être enseignée dans les écoles et étudiée dans les universités. Et voilà, maintenant, les échecs font partie de cette histoire-là. Ok, bah justement, j'avais une question sur justement cet enseignement, cette formation, notamment pour les nouvelles générations. Par exemple, toi, Someboy, je trouve personnellement qu'en France, les études africaines viennent juste d'émerger, mais encore c'est tout petit, alors que c'est quelque chose qui existe depuis très longtemps, par exemple aux États-Unis ou en Angleterre. Est-ce que ce serait suffisant ? Comment vous, tous les deux, vous voyez les choses en termes d'information, informer, éduquer, dans le sens education, enfin voilà, académiquement parlant, pour justement faire entrer ce prisme de panafricanisme et non plus ce prisme plutôt eurocentré, je dirais, ou de l'oubli, parce qu'on a oublié de nous donner beaucoup d'informations. Comment vous voyez ce pan-là de nos jours maintenant pour vous, la nouvelle génération, et pour nos enfants ? Bah, moi, du coup, j'ai découvert le panafricanisme sur YouTube, personnellement. Donc, en fait, à l'école, on m'avait jamais parlé de ça. Et moi, j'ai étudié en France. Et les choses dont j'avais entendu parler autour des questions qui touchaient à l'Afrique ou à la question noire ou au racisme, etc., c'était vraiment lié aux États-Unis, en fait. Et tout ce qui était mouvement américain, Martin Luther King surtout, pas trop Malcolm X, mais surtout Martin Luther King, et c'était les cours d'anglais en fait qui nous l'apprenaient. Et c'est quand je suis sorti de l'école en France, après avoir fait Bac plus 5, donc j'avais 20, je sais plus combien, 24, 20, 25 ans, que j'ai découvert le panafricanisme sur YouTube, dans des vidéos de vulgarisation en fait, ou dans des conférences, parce que j'aimais bien écouter des conférences de militants, de militantes, etc. Et donc pour moi, je ne fais pas trop confiance au système éducatif, en tout cas en France, je ne sais pas comment c'est au Luxembourg, mais en France, je ne fais pas confiance à ce système pour transmettre cette histoire. Par contre, et c'est pour ça que moi je me suis engagé sur les réseaux sociaux, je trouve qu'il y a beaucoup de choses qu'on peut mettre en place aujourd'hui avec les réseaux sociaux et que l'enseignement tel qu'il est fait, par exemple en France, est en train déjà d'être dépassé par les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on fait de plus en plus appel à des contenus produits par des vidéastes pour les montrer dans les classes. Et on fait aussi appel à des méthodes de vulgarisation qui sont mises en place par des gens qui font des contenus sur les réseaux pour les mettre en place dans des classes. Donc en fait, je pense qu'il y a beaucoup de choses à inventer au niveau des réseaux sociaux actuellement qui vont ensuite en fait influencer l'école. Et c'est peut-être dans ça qu'il y a des outils à mettre en place voilà, pour transmettre une histoire du panafricanisme. Mais l'autre chose, c'est que du coup, moi, j'ai été influencé par la question. Enfin, en fait, ça m'intéressait pas trop ces questions du coup de racisme et tout parce que ça parlait des États-Unis et que j'étais en mode. Moi perso, je suis pas un grand amoureux des États-Unis. Il y a des gens qui sont fans des États-Unis ou du. Enfin, genre, moi, j'écoute un peu du rap US et tout, mais à part ça, j'ai jamais aimé le rêve américain, donc ça me saoulait un peu de voir ces histoires dans le contexte américain. Et moi, ce qui me manquait, c'était vraiment le contexte en Europe, en France particulièrement. Et si j'avais eu ça, je pense que ça m'aurait beaucoup plus accroché et j'aurais beaucoup plus creusé au moment de mes études, quoi. Et c'est une question que je me pose du coup de comment étant donné qu'on est ce puzzle avec chacun des réalités différentes et des origines différentes. Enfin, moi, c'est un mélange aussi d'origines. Il y a du Togo, Côte d'Ivoire, France, un peu de Nigeria. Moi, je vais m'identifier à une certaine histoire africaine. D'autres qui viennent de Guadeloupe vont s'identifier à une certaine histoire. Donc, en fait, c'est toujours des histoires très situées. Comment est-ce qu'on fait pour raconter ce puzzle d'histoire plutôt que la grande histoire noire américaine? C'est un peu ça la question. En fait, l'histoire des Noirs, la force des États-Unis, c'est qu'ils récupèrent tout, absolument tout, même ceux qui les a combattus, contestés, ils le récupèrent. Et le récit noir américain est ancré dans l'histoire nationale américaine. C'est impossible de faire l'histoire des États-Unis sans faire l'histoire des Noirs américains, alors qu'on peut faire l'histoire du Luxembourg, de la France, voilà, sans parler des Noirs. Enfin, voilà, alors qu'il y a quand même une histoire avec l'Afrique qui est éclatante, qui est criante, qui est évidente.
Donc du coup, il y a ce décentrement-là qui est lié au fait que c'est loin, c'est l'Afrique, c'est les Antilles, alors qu'aux États-Unis, c'est vraiment sur le sol américain. Et ça a été réutilisé en fait par le département d'État un peu avant les indépendances pour justement développer l'impérialisme américain en Afrique en passant par ces réseaux-là. L'African Studies Association, qui est la plus grande association de chercheurs qui étudient sur l'Afrique, c'est aux États-Unis. Depuis 65 ans, ils n'ont jamais fait une seule rencontre en Afrique, mais c'est là où il y a les plus grands nombres de gens qui étudient l'Afrique. Donc toujours cette extraversion et cette idée qu'on étudie l'Afrique ici, non pas pour l'Afrique, pour les intérêts de l'Afrique, mais vraiment pour penser des choses annexes. Voilà, par exemple, quand les Américains étudient l'Afrique ou les sociétés africaines, ils le font pour voir comment gérer leurs propres questions noires aux États-Unis. Et donc, il y a toujours une dimension utilitariste. Et quand un système ne voit pas d'utilité à étudier, ou en tout cas à rechercher ou à développer des fonds pour tel type de recherche, eh bien ces recherches-là ne prospèrent pas. Et donc on est amené à les faire en dehors de ce système-là. Donc moi, à titre personnel, je suis tombé dans cette histoire quand j'avais 13-14 ans, dans les années 94-95 au Bénin. Ma sœur passait le bac, qui avait Aimé Césaire au programme. C'est l'année où Aimé Césaire a justement été retiré du programme. Et donc là, jusqu'à aujourd'hui, les gens se demandent qu'est-ce qui a pris à François Bayrou, qui était à l'époque ministre de l'Éducation nationale, d'avoir mis le discours sur le colonialisme au programme, parce que depuis, on n'a jamais eu d'œuvre critique sur ces questions-là dans les programmes d'enseignement d'examens finaux. Et donc ça pose la question aussi des logiques critiques et des logiques d'experts. C'est-à-dire qu'il y a tout un discours d'experts sur l'Afrique, des gens qui sont sur les plateaux télé, de tous les médias européens qui parlent de l'Afrique, qui parfois n'y ont même jamais été. Et en même temps, il y a une production scientifique sur l'Afrique qui est déconnectée des enjeux et des luttes populaires. Et donc c'est effectivement dans les réseaux, les milieux militants que l'on va se retrouver. Et aux États-Unis et en Angleterre, ces milieux militants et universitaires collaborent. Mais dans les espaces francophones, il n'y a pas de collaboration, il y a une opposition. Parce qu'on demande en fait aux chercheurs de ne pas faire de recherche engagée et donc de produire un savoir qui n'est pas accessible aux premiers concernés. Et donc c'est dans ça que les réseaux sociaux arrivent justement à s'engouffrer en popularisant, en vulgarisant, alors un peu tout et n'importe quoi, il faut quand même le dire, autour de l'histoire de l'Afrique ou du panafricanisme. Et donc du coup, l'enjeu maintenant, c'est comment on produit un savoir qui soit suffisamment qualitatif et clair pour que ceux qui travaillent ensuite sur les réseaux sociaux, qui produisent du contenu, puissent se dire, ben voilà, tel chercheur, tel historien, tel sociologue, etc., son travail, il est vraiment validé, il est sourcé, etc. On peut le mettre en contenu pour des vidéos, etc. Et ça peut aller dans des écoles. Voilà. Dimanche dernier, j'étais dans un grand cinéma à Paris. On a fait l'avant-première d'une série de 4 films documentaires de 52 minutes sur les empires africains et dont j'ai été l'historien expert sur les 4 empires, sur l'empire du Mali avec Soundiata Keita, l'empire Mossi avec la princesse Yenanga, l'empire Kouch avec la reine Amanirenas, et l'Empire Zoulou avec Chaka. Et c'était très intéressant parce que là, c'était au cinéma sur grand écran. Et je sais que dans la salle, il y avait quelques influenceurs, quelques youtubeurs qui ont des chiffres stratosphériques. Et oui, qui ont dit, ben voilà, là, on est sur grand écran, c'est une autre dimension. Parce que ce qu'on met sur grand écran, ça a une expertise qui est beaucoup plus solide que ce que n'importe qui peut mettre sur les réseaux sociaux. Donc la question du documentaire, la question du cinéma, la question de l'œuvre, je pense qu'elle est aussi au centre du jeu, en sachant qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes aussi apprennent l'histoire par le roman. Voilà, c'est-à-dire que le roman littéraire, la fiction, c'est souvent pour beaucoup de gens la manière dont ils apprennent l'histoire. C'est-à-dire qu'on va plus facilement lire un roman qui parle de trucs historiques
qu'un livre d'histoire. Et donc, du coup, il y a aussi la question qui se pose du rapport entre l'historien et le romancier, de pourquoi, au niveau de l'Afrique, on a, des afro-descendants, on a un catalogue énorme d'écrivains et d'écrivaines, et on n'a quasiment aucun historien. C'est quelque chose qui interpelle. C'est quelque chose qui interpelle. Et du coup, ce sont des écrivains, des écrivaines qui sont amenés un peu à faire de la fiction littéraire, à prendre du contexte, mais ils prennent des libertés par rapport à ce contexte-là. Et parfois, moi, quand je lis quelques auteurs qui écrivent des trucs très bien, je me dis, oui, mais c'est historiquement faux. Voilà, c'est comme ceux qui vont voir le film Woman King, où là aussi, il y a des libertés qui sont prises. Donc, il y a la question vraiment de la production du savoir, de la création du savoir, de la recherche de la vérité, et plus important que tous ces trois éléments, du sens que l'on veut donner à notre histoire. Est-ce que ce à quoi on est en demande, c'est vraiment la vérité historique, voilà, la couleur des pharaons, machin truc, etc. Ou est-ce que ce qui est le plus important, c'est le sens que l'on met derrière cette vérité? Et je pense que c'est ça aussi l'une des réflexions qui explique pourquoi certains jeunes, beaucoup de jeunes, vont se former sur les réseaux sociaux. Et parfois, c'est un électrochoc qui peut être positif dans certains cas et très négatif dans d'autres. C'est-à-dire que ça peut amener à alors je ne vais pas utiliser le mot radicaliser, mais ça peut amener à partir dans des délires qui sont totalement contre-productifs et stériles, quoi. Okay. Justement, dans ce contexte de vérité et aussi dans ce contexte politique, je vais dire, de restitution d'œuvres actuellement, j'aimerais parler de quelque chose sur nous, afrodescendants qui vivons en France, bon là je ne vis pas en France, mais bon, peut-être français, et sur le terme et sur le mot repentance. J'aimerais que vous deux nous disiez ce que vous en pensez, si vous êtes en attente, ce que vous pensez de ce mot-là, de ce que peut apporter ce mot-là dans notre société, et principalement donc la société française, puisque la société, enfin les Belges, les Luxembourgeois, je trouve, ont fait un pas en avant, même les Pays-Bas à ce sujet. Donc voilà, la repentance. Qu'est-ce que ça signifie? Moi, j'ai beaucoup travaillé sur les statuts coloniales en France. Et actuellement, justement, je prépare un documentaire qui va bientôt sortir sur l'histoire de 5 statues qui sont dans Paris. Enfin, pour rebondir sur ce que tu disais sur le fait d'être sur grand écran, qui donne une autre dimension que d'être que dans le petit écran. Et quand on travaille sur les statues coloniales françaises, tout de suite, il y a le débat sur la repentance qui s'ouvre, parce que quand on remet en question ces monuments, on est accusé directement de prôner la repentance ou de s'auto-flageller, etc. Et moi personnellement, je suis pas, c'est pas mon discours de demander la repentance, et je crois pas que ce soit, je crois pas que ce soit utile. En fait, je sais pas comment expliquer. Je crois pas que ce soit ça dont on a besoin, parce que repentance, pour moi, comment je l'entends, ça fait appel à une sorte d'idée un peu religieuse. En tout cas, en France, c'est perçu dans le cadre du catholicisme, qui est la religion très importante en France, alors que je pense que peut-être dans d'autres pays plus à l'Est, ça va plus être dans la logique un peu protestante du mot repentance. En tout cas, dans le cas français, il y a un truc où en fait, ça réactive une culpabilité qui nécessite de se repentir, mais avec cette vision de la repentance catholique. Et du coup, au lieu d'être productif, ce que ça pousse les gens à faire, c'est soit de se repentir. Donc en fait, ils vont pas chercher à comprendre le problème ou l'histoire coloniale, ils vont juste dire pardon, 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 pour se débarrasser du péché qu'ils ont commis. Soit ils vont, au contraire, ne pas vouloir se repentir et du coup défendre encore plus fort l'histoire coloniale, mais sans la comprendre non plus. Donc en fait, la question de la repentance, pour moi, elle met les gens dans une situation où ils essayent juste de se débarrasser ou d'assumer leur péché, mais pas de le comprendre, en fait. Et du coup, moi, dans ma logique, l'idée, c'est pas de demander la repentance, c'est de demander de regarder l'histoire. Et souvent, les gens, ils vont dire, en tout cas en France, je suis pas responsable de ce qu'a fait mon grand-père il y a, je sais pas, 100 ans. Et je dis,
personne ne te demande d'être responsable de ce qu'a fait ton grand-père il y a 100 ans. Moi, je pense que tu devrais l'être, mais c'est pas ce qu'on te demande. Mais dans tous les cas, si tu regardes l'histoire de France, tu vas voir que ton grand-père, il était peut-être même opposé à cette colonisation. Donc en fait, ce qu'on te demande, c'est de regarder cette histoire, de voir comment elle a permis de mettre en place le système de domination, et tu trouveras sans doute que ta famille n'était pas forcément impliquée, ou alors elle était impliquée, ok, mais tu peux comprendre par quel mécanisme, et du coup te battre pour ne pas que ça se reproduise. Mais dès qu'on parle de repentance, enfin en tout cas, eux, quand ils mobilisent l'idée de repentance, c'est pour souvent défendre en fait ce système de domination. Voilà, c'est ma vision du truc. Ouais, je suis à peu près d'accord avec tout ce que Sumboy vient de dire, hein. Je pense que derrière la repentance, il y a une notion de condamnation morale qui est contre-productive parce que voilà, c'est comme quand on dit de quelqu'un qu'il est raciste et on lui demande de reconnaître, en fait, la condamnation morale rend les choses encore plus sournoises et sans régler aucunement le problème systémique. Maintenant, au niveau de la France, il y a quand même besoin et urgence à ce que les enfants de l'école de la République apprennent un peu plus l'histoire de l'Afrique, parce que je pense qu'elle est, elle est très importante à connaître aujourd'hui, et pas qu'aujourd'hui. Et qu'en même temps, derrière la notion de repentance, il y a, comment dire, un problème de narratif, quoi. Il y a un problème de narratif. Je pense que le plus urgent, désolé, c'est un travail de décolonisation. Je rebondis peut-être, mais oui, comme tu as dit, ça pose la question sur un terrain moral, et je pense que ça, c'est vraiment le gros problème qu'on a en Occident vis-à-vis de cette histoire, c'est de se limiter en fait à la morale, et en fait la morale, elle peut être différente en fonction de chaque personne, de chaque je sais pas, système de valeurs, etc. Et en fait, limiter le truc à la morale, tu peux toujours t'en sortir en disant bah non, pour moi moralement c'était ok. C'est ce que les gens vont dire. Moi je vois pas de mal. Ils vont dire je défends par exemple les conquêtes. Il y a beaucoup de gens, moi je vois dans les commentaires sur les réseaux que je publie, qui disent bah c'est la loi du plus fort en fait, donc ça sort de leur question morale, et du coup ben ils acceptent. Et les autres qui vont se sentir totalement coupables, ils osent plus du tout regarder ce truc, et ils se mettent justement à défendre encore plus le pouvoir dominant, encore comme ce que je disais, parce qu'ils se sentent moralement jugés en fait. Et je pense qu'on n'est personne pour juger, en tout cas moi je suis personne pour juger moralement les gens. C'est ce que je dis souvent, allez voir votre psy ou votre prêtre si c'est une absolution morale que vous cherchez. Mais par contre, soyez capable de reconnaître l'histoire. Et par contre, l'histoire, c'est possible de juger des crimes qui ont été commis et d'ouvrir des procès concrets qui ne sont pas des procès moraux, en fait, qui sont des procès concrets parce qu'on sait qui a ordonné tel massacre. Si on regarde l'histoire, on sait qui a laissé passer telle ou telle chose. Et là, il y a la question de la réparation plutôt que de... C'était quoi le mot déjà plutôt que de la repentance, qui est beaucoup plus intéressant parce que là, ça devient matériel, ça devient juridique, on peut poser des vrais termes et c'est pas de la condamnation morale. En fait, l'un des mots qui manque, c'est la notion de responsabilité. Voilà, c'est-à-dire qu'on n'est pas responsable. Et ça rentre aussi dans le projet colonial, quoi. C'est-à-dire que lorsque l'Européen arrive ailleurs dans une société qui va coloniser, ils ne se sont responsables de rien. Ils ne se sont aucunement liés à une quelconque limite morale. Donc la colonisation, c'est une violence débridée. Il n'y a plus de règles, il n'y a plus de loi. C'est effectivement la loi du plus fort. Et c'est quelque chose qui est revenu en boomerang au niveau même de l'Europe, hein. Bon, Césaire parlait de l'ensauvagement, les guerres mondiales, etc. Et qui nourrit, je pense, une mauvaise conscience de l'Europe, peut-être une culpabilité. Je ne vais pas aller dans les trucs à la Bruckner, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est très malsain. Et surtout, il y a y compris derrière la réparation, il y a cette peur immense de l'Europe de penser qu'un jour l'Afrique voudrait prendre sa revanche. Voilà, c'est vraiment quelque chose qui est... enfin, moi, je le sens, je le vois, hein. Il y a vraiment cette idée que... Bon, on sait qu'on a fait quelque chose qui est vraiment pas bien, mais on se le masque et moins on en parle, tout ça. Et puis là, l'Afrique commence à être un peu nombreux. Enfin, il y a quand même quelque chose qui relève dans la montée ou la remontée du fascisme en Europe, de cette dimension-là, de l'idée que le reste du monde pourrait vouloir se venger de l'Occident. Et donc ça, c'est alimenté par des gens comme Zemmour, le déclin de l'Occident, machin truc. Il faut qu'on se réarme, etc.
et donc halte à la repentance. Donc c'est tout cette ambiance assez malsaine qui est derrière, je dirais, cette incapacité de la partie européenne, mais aussi un peu de la partie africaine à poser les choses, parce qu'on a quand même aussi pas mal de dirigeants africains qui sont très complaisants sur ces questions mémorielles ou historiques. Et j'allais dire, mais même cette idée que l'Afrique ou que le monde pourrait se venger de l'Europe, c'est une idée qui vient de cette culpabilité morale de savoir qu'il y a un problème. En tout cas, selon leurs propres règles de morale, ils ont, en fait, ouais, selon leurs propres règles de morale, ils ont fait le mal, en fait. Et ça, ils le savent. Et du coup, c'est de là que vient cette espèce de culpabilité et de croyance que les gens vont venir se venger. Mais selon les règles de morale des autres, c'est pas forcément la vengeance de cette manière qui va être la solution à ce problème. Déjà, il y a le fait de se réparer, le fait de construire quelque chose pour soi est primordial avant de penser à se venger. Et en fait, l'idée d'être... Du coup, c'est pour ça que je pense que l'idée d'être genre envahi par les autres, c'est pas réellement lié à cette peur de vengeance, parce que avant, même déjà dans les années 1918, 19 et avant, il y avait déjà une peur en Europe de l'invasion noire, de l'invasion jaune. Il y avait plein de livres qui sortaient régulièrement avec une peur, ou même de l'invasion musulmane. En fait, c'est un fantasme qui est hyper récurrent en Europe avant même cette culpabilité de la colonisation. Et c'est juste que là, aujourd'hui, ça se matérialise grâce à cette culpabilité, mais historiquement, ça s'est produit et ça a aussi permis de justifier même la colonisation, parce que sinon, ils allaient être trop puissants, ils allaient nous envahir, etc. Oui, non, c'est exactement ça. C'est-à-dire que quand Emmanuel Macron parle de reconquête, enfin, c'est vraiment ça, quoi. Il faut qu'on reparte en avant. Et c'est là où, en fait, où les choses deviennent un peu plus confuses. C'est-à-dire que la question du Libéria devient centrale, puisque c'est une reconquête avec la diaspora afrodescendante. Donc, du coup, ça pose aussi des questions sur quel est l'éthos de cette diaspora qui est ici présente. Est-ce qu'elle comprend un peu tous ces enjeux, repentance, réparation, etc., qui sont un peu invisibilisés vis-à-vis justement d'une Afrique présentée comme le continent du XXIe siècle où tout va se développer, les technologies, les services, etc. Donc, du coup, ça pose pas mal de questions sur sur comment on met en forme justement ces questions-là dans les choix concrets qu'on a à faire aujourd'hui, quoi. J'ai encore une question du coup, mais justement, le Libéria, c'est l'exemple même d'une diaspora qui est revenue avec en fait un mindset occidental et colonial en Afrique et ce retour a déclenché une catastrophe. Aujourd'hui, en tant que gens de la diaspora, enfin actuellement on est tous et toutes en diaspora de différentes manières, en tout cas dans cette salle je veux dire, comment est-ce qu'on est légitime pour justement penser, parce que là tu disais le panafricanisme c'est quelque chose qui est à l'extérieur du continent, mais est-ce que ce panafricanisme a une légitimité à parler de l'intérieur du continent ou pas? Et aussi, qu'est-ce qu'on fait de la diaspora interne au continent? Par exemple, un Sénégalais qui vit je sais pas, au Congo, est-ce que c'est aussi un type de diaspora de type panafricaniste? Enfin, je sais pas si c'est clair ma question, mais... Alors, sur les Africains qui vivent en Afrique, dans d'autres pays que leur pays d'origine, oui, c'est une forme de panafricanisme, et c'est pour ça qu'il faudrait mettre en place une vraie citoyenneté panafricaine pour qu'aucun Africain ne soit étranger en Afrique. Je pense que c'est un point qui réglerait pas mal de soucis et qui en même temps touche à des identités qui ont été attisées, sensibilisées par le colonialisme. Voilà, je pense que si on regarde l'Est de la RDC et le Rwanda, bon, c'est très compliqué parce qu'il y a plusieurs niveaux d'identité qui ont été construites, Hutu, Tutsi, Congolais, Rwandais, à partir de cartes qui sont très problématiques. Et on voit bien que par rapport à ces deux niveaux, identité ethnique, citoyenneté de l'État né de la colonisation, il y a besoin en fait de trouver une autre citoyenneté de subsidiarité qui pourrait être le terrain, on va dire, de règlement ou d'appurement ou d'apaisement justement de
de ces conflits. Mais il y a eu un petit peu ça avec la CEDEAO, par exemple, dans l'espace francophone. Est-ce que ce serait ce type de choses? Non, 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 là, ce serait vraiment une citoyenneté continentale, panafricaine, voilà, qui est dans le sens de protection, c'est-à-dire que voilà, tout Africain en Afrique a la sécurité, la protection. Voilà, ça pourrait aussi aborder la question de la négrophobie en Afrique du Nord. Enfin, c'est tous ces éléments-là qui sont au centre de la liberté de se déplacer sur ce continent-là. Sur le panafricanisme qui parle de l'extérieur, en fait, entre-temps, il a été ramené sur le continent. Il y a quelqu'un comme Kwame Nkrumah, qui est quand même le champion du panafricanisme, qui a passé 10 ans aux États-Unis dans les années 35 à 45, et qui, en 48, revient en Gold Coast, mène son pays à l'indépendance. Et quand le Ghana devient indépendant, il explique voilà, que l'indépendance du Ghana est liée à la libération du reste du continent africain. Et très rapidement, dès 1951, avant même d'être indépendant, dès lors qu'il est Premier ministre, il fait venir au Ghana des Afro-Américains, des Caribéens, etc. Le problème, effectivement, de ces Afro-Américains, c'est que ils sont américains. Et bien souvent, beaucoup disent il a fallu qu'on aille en Afrique pour constater qu'on était américain. Voilà. Alors après, ça pose d'autres questions, puisque l'un des éléments d'écran qui se pose aussi pour une grande partie de la diaspora, c'est qu'ils arrivent au Ghana, les gens parlent des langues locales et eux, ils n'en parlent aucune. Donc forcément, la question linguistique, c'est un souci, puisqu'on a des États indépendants qui ont pris pour langue officielle des langues coloniales que la majorité de la population, bien souvent, parfois ne parle pas. Donc souvent, maîtrisant certains de ces éléments de pouvoir et de contrôle au niveau de la diaspora, on arrive souvent avec des avantages comparatifs vis-à-vis d'une grande partie de la population. Donc on arrive déjà à un niveau de classe sociale ou de compétences ou de potentiel qui fait que on est en position indirectement et paradoxale et compliquée, parce que c'est plus compliqué que ceux qui le sont vraiment, mais d'expatrier. On est des expatriés qui ne sont pas vraiment des expatriés. Donc du coup, il y a pas mal de questions qui se posent. Je pense qu'il faudrait... il y a une dizaine d'années, là, quand il y avait eu les 50 ans de l'UA, on avait fait un événement à Addis Abeba. Il y avait des Rastas qui étaient là. Le cas des Rastas est très important parce que eux ont toujours été dans le Back to Africa. Et à l'époque de la guerre d'Éthiopie, 35 s'étaient mobilisés. Et donc Haïlé Sélassié leur avait donné des terres. Et donc ils étaient rentrés en Éthiopie, à Chachéméné. Et ils ont vécu un peu comme ça, sans jamais en fait réclamer la nationalité, la citoyenneté, sans papier, quoi. Voilà. Ils ont vécu sans papier en Éthiopie. Et quand le régime a changé, vous êtes des étrangers, vous n'avez pas de papier, vous êtes entrés illégalement en Éthiopie. Et donc, on s'est retrouvé avec une situation où les Rastas, des communautés Rastas, en fait, ne pouvaient pas quitter l'Éthiopie parce qu'étant rentrés illégalement, quand vous rentrez illégalement, vous devez payer une taxe par jour d'illégalité que vous avez passée sur le territoire. Et donc, ils ne pouvaient pas repartir. Et donc, ils sont bloqués là. Et donc, il y avait tout ce débat-là. Et donc, lors de ce cinquantenaire, on voulait leur interdire l'entrée dans le bâtiment de l'Union africaine, justement parce qu'ils n'avaient pas de papier. Donc, on voit en fait les subtilités, les paradoxes, les apories, enfin les anomalies de tout ce système-là, qui doit être vraiment fondamentalement repensé sur les questions de citoyenneté, d'appartenance, de projet et de vision. Après, de manière générale, le continent africain est suffisamment grand pour que tout le monde trouve quelque chose d'intéressant et de pertinent à y faire, quelle que soit sa vision et quelle que soit son approche. Encore faut-il en prendre conscience, et c'est pour ça que vous avez plusieurs types de retours. Vous avez ceux qui retournent dans les villes, c'est-à-dire les lieux les plus occidentalisés, parce que quand vous allez à Abidjan, Abidjan est plus occidentalisé que certains villages qu'on a en Europe, quoi. C'est vraiment la ville, vous avez les Starbucks, les enseignes que vous ne trouvez pas dans des villages, vous les trouvez dans des villages en Europe, vous les trouvez à Abidjan. Donc, vient-on chercher en Afrique un modèle occidental, des sociétés très occidentalisées, parce qu'il ne faut pas se cacher les choses, l'Afrique est occidentalisée dans toute sa dimension urbaine,
ou vient-on chercher autre chose? Et là, ça renvoie à tous ceux qui vont quitter des banques, des assurances, des entreprises en Europe pour se réinscrire dans le travail de la terre, dans l'agroécologie, dans des trucs qui sont vraiment en rupture avec un mode de vie occidental que l'on peut également avoir en Afrique, parce qu'il y a plein de gens qui vivent à l'occidental en Afrique. Il y a plein d'Africains qui n'ont jamais quitté l'Afrique, qui ont un niveau de vie qui est occidentalisé. Donc du coup, il y a pas mal d'options. C'est pour ça que je parlais toujours de la question des combinaisons possibles qui sont là. Et voilà. Mais le panafricanisme, on peut en parler aussi du continent, mais j'irais dans une autre logique, quoi. Voilà. Je pense qu'il est temps de passer aux questions. Donc, Elle s'est arrêtée. Aussi de solidarité. J'entends par survivance les traces, les tâches, les impacts de l'Afrique au-delà du continent. Et il y a des enfants, disons, des gens, des communautés qui sont issus de ces impacts, de ces tâches-là et qui ont peut-être envie de revenir, de remonter à l'origine, mais il n'y a plus de chemin. Il n'y a plus de chemin. Parce que tout simplement, il y a un contexte géopolitique qui supprime les chemins. Par exemple, un Haïtien qui veut aller en Guadeloupe, en Guyane ou en Martinique, il doit aller faire une demande de visa à l'ambassade de France en Haïti. Il n'y a pas de vol direct de Port-au-Prince au Congo-Brazzaville, jusqu'au Congo-Brazzaville. Ça n'existe pas. Il faut passer par la France, par l'Espagne, en tout cas par un pays occidental. Et ces pays-là, la France, l'Allemagne, les États-Unis, le Danemark, la Hollande, possèdent des territoires. Et c'est-à-dire le Martiniquais ou le Guyanais, ou le Portoricain et l'Haïtien, ils ne se parlent pas entre eux. En tout cas, quand ils se parlent, ils ne se comprennent même pas. Ils ne parlent même pas la même langue. Et on a beaucoup de pays africains qui font partie du Commonwealth, c'est-à-dire des pays aujourd'hui encore dominés linguistiquement, économiquement. Et donc, je pourrais continuer longtemps comme ça. Et donc, ma question est très simple. Est-ce que le mot solidarité dans ce contexte géopolitique très compliqué, très complexe, vous semble pas être très onirique, très utopique? Comment c'est tellement compliqué. Comment arriver à ça? Voilà. Quel est votre point de vue par rapport à... Premièrement, la solidarité, elle est un petit peu enchaînée effectivement par toutes les contraintes juridiques, administratives, politiques, géopolitiques, géoéconomiques qui existent. C'est-à-dire qu'il y a un morcellement réel qui est présent. Il y a des intérêts à ce que justement il n'y ait pas cette solidarité qui soit mise en place. Il y a des vécus qui font que il y a des identités ou des langues ou des manières d'être qui se sont cristallisées. Même si les choses bougent, là au niveau de la Martinique, ils veulent imposer le créole comme langue officielle, ce qui pose problème parce que c'est le français la langue officielle. Il y a des nouvelles dynamiques qui apparaissent. Il y a des reconfigurations qui peuvent se faire. Il y a des initiatives qui peuvent poser problème et qui en même temps amènent à ressoulever des problèmes. Je pense par exemple à l'histoire de l'intervention kenyane en Haïti. Bon, c'est des choses qui, mais qui posent question réellement et qui permettent justement de reposer ces problèmes sur la table. Maintenant, pour moi, c'est un travail qui doit être fait au niveau des organisations, je ne vais pas dire des sociétés civiles, des mouvements politiques, des forces syndicales, forces paysannes. C'est-à-dire que
quand bien même on parle des langues différentes, on est confronté dans bien des cas aux mêmes difficultés, aux mêmes multinationales, aux mêmes impérialismes, à la même Banque mondiale, au même FMI. Enfin, il y a quand même une communauté, je dirais, d'obstacles dans laquelle on se reconnaît. Le problème, c'est quand cette communauté d'obstacles est utilisée effectivement pour diviser. Et c'est évident que les Haïtiens subissent un racisme incroyable en Guyane, Guadeloupe, Martinique, etc. Parce que, historiquement parlant, on a appris aux Martiniquais et aux Guadeloupéens que s'ils deviennent un jour indépendants, ils vont tomber aussi bas que Haïti. On l'a mis en fait dans l'esprit, dans la mentalité. Et c'est cette histoire-là en fait qui aussi a changé. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, il faut reprendre ce narratif-là, réécrire, enfin pas réécrire l'histoire, mais vraiment présenter les choses sous un angle qu'un mot qu'on n'a pas encore utilisé, mais qui pourrait être le mot décolonial, quoi. Voilà, comment justement on pose cette question-là, comment on sort justement des liaisons nord-sud où il faut toujours passer par le nord pour aller au sud, même qu'on est déjà au sud et qu'on va du sud au sud. Et ça, ce sont des chemins qui sont à inventer, ce sont des routes qui sont à tracer. Et je pense que c'est le travail qu'on a à faire aujourd'hui. C'est le travail qu'on a à faire aujourd'hui. Alors, il y a le virtuel qui permet de connecter, mais pour moi, ce n'est pas suffisant, c'est très insuffisant. Ceux qui nous ont précédés n'avaient pas ce virtuel à leur disposition. Ils ont mené des combats, ont gagné des luttes, je pense parfois plus importantes que celles que nous menons aujourd'hui. La difficulté aujourd'hui, c'est que les dominations se sont dissimulées parce que ces dominations-là savent qu'on peut les abattre. La chute du régime d'apartheid, c'était quelque chose de phénoménal. Je pense qu'on n'a pas idée de à combien ce régime, qui était l'un des pires du XXe siècle, qui a été combattu, etc., sa chute représente énormément de choses. Et dans le contexte de la chute de ce régime-là, ceux dont le pouvoir repose sur la domination se sont dit il faut qu'on camoufle nos dissimulations. Lorsqu'elles sont trop criantes, elles suscitent justement cette solidarité qui fait qu'on peut être abattu. Donc l'un des enjeux, c'est comment on étudie ces systèmes-là, comment on étudie tout ce qui est camouflé et que l'on exhume justement ces mécanismes-là. Et c'est pour ça que on a écrit avec 2-3 autres camarades, on a co-dirigé ce gros bouquin sur la France-Afrique, parce que plein de gens parlent de la France-Afrique en disant c'est mort, etc., c'est un cadavre, ça n'existe plus. Personne vraiment ne l'a défini. Mais nous, ça nous semblait important d'en parler. Et quand on en parle, on l'a fait remonter à Haïti, parce que Haïti est la première décolonisation de l'histoire de France, mais c'est une décolonisation forcée, la France n'en a jamais voulu. Et c'est pour ça qu'elle a imposé la dette, qui est le point de départ de l'histoire du néocolonialisme. Et que c'est cette histoire-là qui va être ensuite reprise, dupliquée, réadaptée dans d'autres circonstances. Et c'est pour ça que dans la question du panafricanisme, le lien avec Haïti, la solidarité vis-à-vis d'Haïti est importante. Et ce point-là, il est très important parce qu'au XIXe siècle, quand il y avait ces mouvements pan-nègres, se développaient en parallèle d'autres minorités, d'autres diasporas, donc le terme qui fait référence à la diaspora juive, s'est développé par exemple le concept de sionisme noir. C'est le concept de sionisme noir. Et il part de l'idée qu'on a besoin d'un mot simple pour se solidariser. Et qu'est-ce qu'on voit aujourd'hui? Parce qu'à partir du moment où on a un mot simple qui résume les choses, la solidarité se fait. Qu'on dit apartheid, les gens se solidarisent. Il y a un mot simple. Là, on voit le conflit au Moyen-Orient, qu'on dit Israël ou Palestine, des deux camps, les gens, ils se solidarisent, ils savent, voilà, c'est la cause ultime. Mais nous, à notre niveau, on est perdu. Alors que la cause ultime, c'est Haïti. C'est-à-dire qu'on devrait parler d'Haïti, comme d'autres parlent précisément la Palestine, Israël, etc. Donc, un mot qui résume en fait les choses. Et c'est en ça que cette histoire-là, elle est extrêmement importante, je pense, à mettre en avant. La solidarité avec Haïti, avec ce territoire-là, qui est le lieu de naissance de notre liberté. Mais moi, par rapport à cette question de solidarité, je me pose aussi j'ai l'impression qu'il y a un truc complexe, même en prenant Haïti comme centre, parce que ça va toucher principalement les anciennes colonies françaises et francophones. Mais souvent, moi, je me demande, entre, par exemple, des Maliens, des Ivoiriens, qui ont une histoire liée au fait qu'ils étaient tous dans l'AOF, l'Afrique occidentale française, les Maliens aussi, il y a une énorme diaspora en France
Donc on peut même avoir des solidarités sur les questions sociales avec des gens en France métropolitaine, mais avoir une solidarité avec, je sais pas, la Tanzanie par exemple, déjà il n'y a pas de langue partagée, à part le fait d'être sur le même continent, c'est difficile de voir qu'est-ce qui va faire cette solidarité. Et du coup, les Tanzaniens se solidariser avec la question d'Haïti, étant donné à quel point c'est loin de leur propre histoire coloniale. Tu vois, c'est toute cette question-là que je me pose, genre, ça peut fonctionner pour peut-être un petit groupe, mais est-ce que ça va Non, fonctionner? non, mais en fait, ça fonctionne totalement si on écrit une histoire panafricaine de tout ça. C'est-à-dire que si effectivement, si on est sur la Tanzanie, les Maliens, enfin, si on est sur des micro-histoires ou des histoires localisées, ça peut pas fonctionner parce que la solidarité, on l'a fait avec la personne qui est à côté d'abord. On va pas la faire avec voilà. Mais si on a justement un prisme panafricain, une compréhension des circulations et des mouvements, qu'on voit des Haïtiens qui se sont retrouvés en Tanzanie, comment se sont-ils retrouvés en Tanzanie? Euh, donc c'est cette histoire des circulations, je pense, qui est essentielle, parce qu'il y a des pays, Venezuela, Cuba, etc., qui connaissent leur histoire, qui savent ce qu'ils doivent à Haïti, et qui tentent de se solidariser. Donc il y a une question, je pense, de comment on écrit l'histoire. Il y a une partie de la traite ou des esclavagisés aux Amériques qui venaient également de la côte orientale. Enfin, je pense que l'un des enjeux, c'est précisément de quelle histoire on part et qu'est-ce que l'on met effectivement derrière la notion de solidarité. Ça peut être les solidarités locales, ça peut être les solidarités géopolitiques, ça peut être les solidarités transnationales. C'est plusieurs niveaux de solidarité. Maintenant, c'est à chacun de voir dans le contexte dans lequel il est précisément, à quel niveau il va se situer. Et comment, justement, les minorités ou les communautés ou les diasporas sont aussi des ancrages ou des points de solidarité. Bonjour. Je reviens en fait à Samboy avec sa rencontre avec le panafricanisme, donc qui s'est faite via YouTube, via les réseaux. Je voulais en fait parler plus du panafricanisme, l'enseignement du panafricanisme potentiel en Afrique cette fois-ci, sur le sol africain. Donc, comment le panafricanisme est-il enseigné, transmis en Afrique aux jeunes générations? Est-ce que les dirigeants locaux aussi ont peut-être une priorité? Ou est-ce qu'il y a une volonté vraiment de le transmettre, de le développer en Afrique? Alors non, c'est pas du tout enseigné. Il doit y avoir 3-4 pays qui ont une chaire d'études sur le panafricanisme, la Tanzanie, le Ghana, je pense en Afrique du Sud également, et peut-être dans un 4e pays. Je me demande si c'est pas en Égypte d'ailleurs. Ensuite, au niveau des programmes secondaires, il y a quasiment, enfin, il y a rien à ce niveau-là. Donc, tout est à faire, mais c'est aussi lié à la manière dont nos États sont construits. Sur des modèles d'État-nation, on va essayer de privilégier une histoire nationale. On va un peu parler des périodes précoloniales, enfin d'avant la colonisation. Mais jamais de manière vraiment reliée au présent ou de manière critique. Donc, à mon sens, c'est un enjeu en fait de vision. C'est-à-dire que ce qu'on enseigne en fait aux enfants correspond au type d'État ou de société que l'on veut produire. Et donc, je prends souvent cet exemple-là. En France, on enseigne aux enfants une école républicaine parce qu'on veut en faire des républicains. Donc on leur explique la République, etc., qui a aboli l'esclavage. On n'explique jamais que c'était un peu plus compliqué que ça, mais il faut former des républicains, des gens qui, lorsqu'ils devront voter, on leur dira tel parti il est anti-républicain. Et donc là, ils vont se dire bon, là, je vote pour des partis républicains parce que je suis dans un système qui m'a formé pour que ce soit ainsi. Vous allez en Angleterre, c'est une monarchie, donc voilà, ils vont jamais faire une histoire qui amène en fait à produire des générations qui vont se montrer anti-royalistes, anti-monarchistes. Donc
chaque pays en fait produit aussi une histoire qui va dans le sens de sa reproduction politique, administrative et juridique. Et comme nous, on a des États qui sont dans bien des cas nés dans des contextes de continuité des modalités ou des formes de l'État colonial, on est encore, je dirais, à ce niveau-là dans un déficit. Au moment des indépendances, il y a une bascule où, du jour au lendemain, on est passé de l'Afrique n'a pas d'histoire à l'Afrique a une grande histoire des royaumes, etc. Tout ça. Mais c'est pas ça qu'il fallait faire. C'est pas ça qu'il fallait faire. Il fallait vraiment plutôt, déjà repenser la géographie, parce que c'est de ça en fait dont les choses partent. C'est-à-dire qu'on ne peut pas repenser, réécrire ou refonder l'histoire si on ne commence pas par la géographie. Parce que l'histoire s'inscrit toujours dans des cadres spatiaux qui sont, le résultat de construction. Voilà, c'est une construction humaine, le canal de Suez, qui dit que voilà, ça c'est l'Afrique, ça c'est l'Asie. Alors qu'en réalité, la Palestine, ça fait partie en fait historiquement aussi de l'Afrique. Le Yémen, etc., l'Arabie, enfin voilà. Donc comment en fait on décolonise les cartes, comment on décolonise la géographie, parce que c'est à partir d'une géographie cohérente que l'on peut écrire une histoire normale. Voilà, on ne peut pas écrire l'histoire de l'Est du Congo ou du Rwanda sans comprendre qu'on est sur un espace où les notions de frontières sur lesquelles se superposent et s'opposent des identités ou qui coupent des identités n'a pas de sens. Donc il faut partir effectivement, par exemple, de l'histoire des Yoruba qui sont présents au Bénin, au Nigeria, plutôt que de dire on va faire l'histoire du Bénin en disant « Ouh là là, au Bénin, il y a trop de groupes ethniques, c'est trop compliqué, etc. » Non, il faut partir de l'histoire de ces groupes déjà transnationaux et faire des nations-États. Et en partant de l'histoire de ces groupes transnationaux, on s'inscrit en connexion avec les diasporas qui, dans leur africanité, arrivent au Brésil, aux États-Unis, en Haïti, etc., à dire nous, on sait qu'on a un certain nombre d'éléments culturels qui renvoient en fait aux Yoruba, aux Ashanti, aux Fon, etc., tout ça. Donc c'est un travail de décolonisation des épistémologies, puisque la colonisation a été un épistémicide, elle a tué vraiment énormément de choses. Et c'est aussi un travail de repositionnement différent sur les sources et les archives. Mais vraiment, la question de la géographie, c'est vraiment celle qui donne les cadres. Et donc, il faut au minimum produire des histoires qui soient des histoires régionales. Mais tant qu'on reste dans l'histoire de la Côte d'Ivoire, l'histoire du Bénin, etc., c'est compliqué, quoi. C'est compliqué. Je voulais juste ajouter que sur le continent africain, il y a une forte tradition orale toujours, et qu'il y a une vraie jeunesse, puisque c'est vraiment le continent le plus jeune actuellement. Et je pense qu'actuellement, cette jeunesse, j'ai cette impression, que ce soit dans l'Afrique francophone, lusophone ou anglophone, elle essaie de se réapproprier ces leaders, les grands personnages du panafricanisme, et c'est à travers peut-être donc les réseaux sociaux ou autres, et non pas à travers l'école ou la formation, mais je pense que ça revient, entre guillemets, au goût du jour, ce que leurs parents, issus directement de l'école coloniale, n'ont pas eu. Enfin, j'ai cette impression-là, que la jeunesse essaie vraiment de faire bouger les choses. Je voudrais juste rapidement rajouter une chose. En fait, sur la série de 4 épisodes de 52 minutes qu'on a sorti là, il y a pas longtemps, qui passera le 1er novembre sur TV5 Monde, African Empire, elle a débuté en 2018, on l'a fini en 2023. Et le producteur m'a bien expliqué que l'une des plus grandes difficultés qu'il a eues, c'est que tous les gens qu'il rencontrait lui demandaient « mais quelles sont vos sources ?» Voilà, quelles sont vos sources? Est-ce que ce n'est pas des légendes que vous nous racontez sur vos rois, vos reines, vos empires? Quelles sont vos sources? Voilà, nous, effectivement, l'oralité, effectivement, quand vous verrez les documentaires, moi, quand j'interviens sur Yenanga, j'explique c'est entre le 11e et le 15e siècle. Alors, eux, ils disent, ah oui, quand même, en 4 siècles, si vous n'êtes pas un peu plus précis, non, écoutez, nous, notre histoire, elle est... c'est pas la vérité historique, c'est le sens des choses qui permet... Enfin, voilà, c'est... Donc du coup, il y a aussi quand on parle de décolonisation ou d'oralité, c'est aussi ces petits éléments-là qui posent problème et qui font que les gens se disent « oui, mais est-ce que vous n'êtes pas en train de nous endormir avec vos histoires-là » quoi. Donc, Moi, je voulais dire, pour rebondir sur ça, je pense que
effectivement, sur les réseaux sociaux, il y a plein de choses qui se passent aussi au niveau de l'apprentissage en Afrique. Et moi, je pense beaucoup à TikTok, qui est hyper utilisé dans pas mal de pays d'Afrique d'une manière. Enfin, ça a gonflé de manière impressionnante. Mais par contre, il faut faire gaffe, comme dans tous les autres pays, à qui contrôle les réseaux. Donc ça, c'est sûr que, en fait, l'école africaine, en tout cas dans les pays d'Afrique francophone, qui est calquée sur l'école française. Déjà, l'école française, elle est à la ramasse par rapport à tout ça, elle va se faire dépasser. Mais je pense que l'école africaine, elle va se faire dépasser encore plus vite. Et du coup, les gens seront beaucoup à apprendre sur les réseaux. Et il va falloir vraiment un travail d'éducation à l'image, d'éducation à la création de contenu, et aussi de réflexion africaine de comment créer des outils numériques qui font que tu ne dépends pas que de la Chine ou des États-Unis pour avoir le canal de diffusion. Et après, sur la question des sources orales, j'avais envie de dire, moi j'ai été là, je rentre de Côte d'Ivoire, j'y étais la semaine dernière, où je travaillais sur une histoire qui est l'histoire de la marche des femmes de Grand Bassam. C'est des femmes qui se sont battues contre l'emprisonnement de certains leaders africains indépendantistes qui ont été emprisonnés à Bassam. Et elles ont fait une énorme marche, plus de 4000 femmes en 1950, qui se mobilisent contre le pouvoir colonial. Donc c'est un truc hyper impressionnant et qui est assez mal documenté, mais qu'on commence quand même à avoir quelques articles et tout ça qui sortent. En Côte d'Ivoire, c'est une histoire qui est quand même connue, mais pas par tout le monde. Et moi, quand je lis les articles et les archives, j'ai pas mal d'informations qui sont des informations écrites par les colons français ou par des militants politiques qui étaient pro-indépendance, mais qui sont quand même français, mais qui racontent que des trucs, entre guillemets, rationnels. Et quand je vais sur place, je découvre que le cœur de la marche, en fait, c'est une danse qui s'appelle la Janou, qui est une danse ashanti, en fait, un rituel mystique, et que les femmes, en fait, sont en train de faire pendant qu'elles marchent. Ça, c'est une information qui existe dans aucune des sources que j'ai lues en Europe. Et quand j'arrive sur place, tout le monde me dit « Ah ouais, elles ont fait la Janou ». Il y a même des photos, et chaque année, elles remémorent cette Adjanou. Et je me dis, c'est incroyable que le cœur de l'information, je l'ai pas du tout, j'y ai pas accès. Et donc l'histoire là-bas, les gens me racontent que quand elles dansent, en fait, les Français avaient mis des canons à eau qui leur jetaient de l'eau dessus, et ces machines explosent pendant le rituel, quoi. Et ça aussi, c'est une information où là, si je dis ça à un historien français, il va me dire bon, c'est compliqué. Mais en fait, là-bas, tout le monde me raconte cette histoire, que ce soit des anciens, des jeunes. Enfin, l'histoire s'est transmise comme ça. Bon, voilà, c'est des choses. Oui, en fait, c'est ça. C'est-à-dire que l'histoire qui s'écrit à partir des archives, et c'est des archives qui ont censuré tout ce qui pouvait aller dans le sens de ce qu'on voulait faire passer au niveau de l'administration, au niveau de la métropole. Donc forcément, quand on se lance sur l'histoire des résistances, il y a une part de tradition orale, et les gens ont besoin de voir pour croire. Moi, je suis persuadé que s'il n'y avait pas la vidéo de Thomas Sankara qui répond à Mitterrand, si on racontait à des jeunes d'aujourd'hui, ben vous savez, il y a un président africain, il a parlé comme ça, un président français, aucun jeune n'y croirait. Pareil, le discours de Lumumba, s'il n'y avait pas les images d'enregistrement, je pense que personne n'y croirait. Donc, c'est des choses qui montrent l'importance justement de la question des archives, des mémoires, tout ça, quoi. Oui, j'ai une question un peu vaste. Vous avez parlé de panafricanisme, donc la solidarité dans la diversité versus l'individualisme. Est-ce que d'après vous, ces deux notions potentiellement contradictoires peuvent se concilier un jour, et quels sont les principaux moyens à mettre en œuvre pour ce faire? Alors, je ne pense pas qu'il puisse y avoir forcément une conciliation entre une grande solidarité et un individualisme. Je pense que c'est des déplacements qui se font de manière circonstanciée à travers ce qu'on appelle l'opportunisme. C'est-à-dire que tout se fait aussi par opportunisme. Il y a des personnes qui deviennent panafricaines par opportunisme parce qu'elles ont besoin de gens qui viennent acheter leurs produits. Donc elles sont individualistes, mais elles voient bien qu'elles ne peuvent rien faire toutes seules. Et donc, elles ont besoin de se greffer, de constituer une communauté qu'on va recouvrir du terme de panafricain pour se constituer. L'un des enjeux, c'est dans quelle mesure ce que l'on fait, ce que l'on peut faire de manière individualiste peut avoir un sens ou une utilité au-delà de sa seule personne. Je pense que c'est peut-être dans cette optique-là, dans cette approche-là, qu'on peut creuser, qu'on peut réfléchir. Ça, c'est à titre, entre guillemets, de la personne en soi. Ensuite, à l'autre niveau, qui est le niveau du système,
la manière d'en sortir, c'est de faire reculer les approches néolibérales qui sont fondées sur la compétitivité, sur la concurrence, sur la mise en concurrence, l'opposition des uns et des autres, essayer de penser des logiques économiques de complémentarité, repenser les économies d'échelle et soit jouer, soit former justement les Africains d'aujourd'hui sur de la polyvalence, oui, la question, la notion de polyvalence. Je pense que c'est des éléments au niveau du système sur lesquels on peut peut-être se baser pour faire en sorte que l'idée de solidarité, le concept de solidarité présent dans le panafricanisme puisse relativement s'accommoder avec l'individualisme. Après, on a des sociétés africaines qui sont traversées par des questions de modernité, enfin, entre guillemets, et de tradition, entre guillemets, où il peut y avoir des formes de collectivisme et des formes d'individualisme, et aussi des formes de redistribution. Donc je pense que l'un des enjeux, y compris notamment dans le débat sur les réparations, c'est est-ce qu'on travaille à réparer des injustices ou compenser des inégalités, et comment l'individualisme est traité dans cet espace-là. Maintenant, je pense que la notion de l'individualisme est quand même très liée à la manière dont on est dans un système à la fois mondialisé, donc interconnecté, mais une interconnexion qui se fait de manière individuelle, quoi, tout simplement. Donc, l'un des enjeux, c'est comment on relance aussi des mouvements collectifs, on repense différemment les hiérarchies autrement que uniquement verticales. Donc l'horizontalité, enfin voilà, c'est toutes ces approches-là. Bon, c'est encore un peu flou, mais comme votre question est effectivement très vaste et très générale, il y a des pistes qui sont présentes à ce niveau-là, quoi. Pour compléter la question sur donc, est-ce que l'individualité peut s'allier avec la solidarité panafricaniste, panafricaine? Moi, la question que je me pose, personnellement, j'ai un compte Instagram, compte YouTube, compte TikTok, etc. Et c'est des plateformes qui fonctionnent par individualisme, en fait. C'est-à-dire qu'elles donnent du pouvoir En fait, elles te donnent une liberté d'expression et un pouvoir d'audience. Elles te donnent une audience, mais à l'échelle individuelle. Et du coup, je me retrouve avec 100 000 abonnés. Mais en fait, c'est un individu vis-à-vis de 100 000 personnes. Et ça reproduit une logique à la fois assez verticale et en plus capitaliste, parce que bon, Instagram, etc. fonctionne comme ça. Et en plus individualiste, parce que c'est moi qui vais capitaliser et c'est moi aussi qui vais prendre tous les risques. C'est-à-dire que si j'ai un bad buzz, c'est que sur moi que ça retombe, quoi. Et donc, moi, ce que je me dis, c'est que j'essaye de me servir quand même de cet outil pour que l'information que je donne, je ne vais pas être là à jouer le panafricaniste comme une marque ou comme une... pour dire, voilà, comme tu disais tout à l'heure, je vais pas essayer de teinter mon truc de panafricanisme pour attirer les gens, mais je vais plutôt me dire, il faut que chaque élément que je donne sur ma chaîne, soit utile pour mon public et que cet élément puisse être mobilisé ensuite pour eux dans des discussions, dans des choses comme ça. Et donc je me dis, c'est plutôt une sorte de truc de pédagogie où effectivement je vais bénéficier du côté capitaliste, mais je vais me servir de ça pour rendre quelque chose qui soit utile et qui ait un impact concret et qui puisse former une solidarité d'une certaine manière. Mais c'est un compromis en fait. En fait, la chose importante à comprendre, c'est que dans l'histoire du panafricanisme, tout le monde peut servir à quelque chose. Quelle que soit la profession, les études, le parcours que l'on a, on peut participer, on a quelque chose à apporter. Donc toutes les individualités peuvent apporter quelque chose. Voilà, Cabral, c'est un ingénieur agronome, voilà, donc il n'y a pas besoin d'être forcément historien, écrivain, voilà, c'est un ingénieur agronome. D'autres étaient des scientifiques. Enfin, il n'y a pas de profil type, ce qui fait qu'il n'y a pas d'assignation à ce niveau-là.
Après, l'enjeu, c'est effectivement comment, par rapport à l'individu que l'on s'est construit, qui est aussi le résultat d'interaction sociale, on élargit le spectre. Et donc moi, à mon niveau, si je dois parler de moi en tant qu'égo-histoire, moi, mon intérêt, c'est qu'il y ait beaucoup plus d'historiens panafricanistes. Voilà. Au-delà de la question du panafricanisme, libérer l'Afrique, etc., en fait, mon intérêt à titre d'historien, voilà, c'est qu'on soit beaucoup plus nombreux et que je ne sois pas obligé de me démultiplier, de faire des vidéos là, je ne peux pas être en étant en live. Je suis Enfin, très fort pour ça d'ailleurs. C'est très fort pour ça, C'est ouais. quelque chose qui est important. Si, je sais pas, à la fin de ma vie, il y en a, je sais pas, enfin voilà, il y en a plus. Je dirais bon, ben voilà, ma vie sociale d'historien a permis à ce qu'il y ait plus d'historiens panafricanistes ou du panafricanisme dans cette société-là. Et là, j'aurais mis mon individualité au service de quelque chose qui élargit en fait un spectre, qui montre à des gens, ben, c'est possible de faire une thèse de doctorat sur nanana, et puis de devenir, enfin voilà, c'est un peu ça, je pense, à titre personnel dans les grandes lignes. Après, bon, il y a d'autres aspects, je ne fais pas que ça non plus, mais c'est un exemple. Bah oui, donc merci à vous, merci Hamzat, merci Someboy, c'était passionnant. Vous pouvez continuer la discussion autour d'un verre et d'un sandwich. Et voilà, bah moi je vais clôturer la discussion avec un extrait de l'hymne national haïtien, pourquoi pas, et je pense que qui est lourd de sens. C'est pour le pays, pour les ancêtres, marchons unis, marchons unis. Voilà. Sur ce, bon après-midi.